Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau live. Nouvelle semaine. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans le chat. Salut à toi, Amenoffice50. Salut Fixou. Des bisous à toi. Sylvain alias Mister Goose, Ubirod, Giligier. Comme d'habitude, les gens qui sont toujours là quasiment tous les lundis. Laurent Chélus, des bisous aussi. Les filles, Metal Amstrad, Nikos Ribose. Bienvenue à toi. Stéphane Philippard, je t'envoie des bisous aussi. Tornade 1711, Valayan, Xalès, Zigornif et tant d'autres. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, on va reprendre un petit live. Cette fois-ci, on va faire moins technique que la semaine dernière parce que, voyez-vous, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que chaque fois que je fais des lives et des vidéos qui sont un peu techniques, qui parlent de code, puisque la semaine dernière, je vous ai montré comment écrire un moteur d'expression régulière, et ben en fait, j'ai l'impression que ça intéresse moins de monde. En tout cas, force est de constater, c'est que sur les replays, notamment sur YouTube, ça fait moins de vues. Voilà. Pour autant, je prends énormément de plaisir à préparer ces lives, donc j'accepte le jeu du fait que ça fait moins de vues, mais j'ai l'impression aussi que vous, ça vous intéresse peut-être moins. Donc j'aimerais bien que vous me laissiez un petit peu dans les commentaires, là, soit en live, soit sur le replay sur YouTube, juste en dessous de mettre en commentaire si le code, que ce soit du live code ou du code de façon générale, c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si oui, si, en tout cas sous une autre forme, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas de faire aussi que des trucs qui me plaisent, mais aussi des choses qui vous plaisent à vous, que l'on puisse partager un petit peu tous ces sujets, et puis on peut orienter les sujets comme vous avez envie, hein, c'est vous, les auditeurs et les auditrices. Et donc, je peux adapter évidemment tous les sujets en fonction de ce dont vous avez envie. Et puis, ça me permet aussi de rappeler que n'hésitez pas d'aller voir les replays sur YouTube, hein. Je fais les lives donc sur Twitch chaque lundi à 12h15, mais je mets tout de suite juste derrière les replays, comme ça vous permet de pouvoir attraper. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis là, on a passé les 4137, je crois, personnes sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis très content. Et pour ça, je vous en remercie énormément. Juste petit clin d'œil. Puisqu'on parle de live, la semaine dernière, j'étais sur le live de mon ami, Émile Etor, que vous connaissez, et donc qui m'a dit pendant son live que de temps en temps, j'avais un petit peu des faux airs du parrain, comme ça. Écoute, 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 Émile, écoute, tout ça, c'est une dédicace pour toi. Une dédicace. Et mon ami, tu sais de quoi on parle. Donc, bref, tout ça pour dire que n'hésitez pas à aller aussi vous abonner à la chaîne d'Émile. Je vous partage ça à l'écran. Sa chaîne YouTube est nettement sous-cotée parce qu'il met aussi tout le replay de ses lives sur sa chaîne YouTube. Et dedans, il y a vraiment des pépites. Si le code vous intéresse, les trucs ultra tech, parce qu'il fait des trucs de ouf sur ses lives. Et un peu comme moi, on est un peu pareil, on est un peu foufou, donc des fois on descend vraiment très très bas. Et donc, si ça vous intéresse de voir comment ça fonctionne, le C, le Go, le GNU Linux, allez voir sa série des Linux from scratch, du C from scratch, du Go from scratch. Il en a fait plein d'autres. Il a fait plein de trucs. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça, c'est ma petite dédicace à Émile. Et évidemment, sa chaîne Twitch, dans laquelle il stream 2 fois par semaine. Voilà, donc petit shout-out à mon ami Émile. Je te fais des bisous. Et puis, on va reprendre donc une petite activité normale. Et donc, aujourd'hui, nouvelle semaine, nouveau sujet. Donc, si vous avez vu les annonces sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi on va parler. Mais pour celles et ceux qui ne savent pas, on va faire une petite question à la question pour un champion. Vous êtes prêts? Allez, top. Je suis un informaticien né le 28 décembre 1969 à Helsinki en Finlande. Passionné de programmation dès mon plus jeune âge, j'ai bouleversé le monde de l'informatique en 1991 en lançant un projet personnel devenu un succès planétaire. Je suis le créateur du noyau d'un système d'exploitation libre qui équipe aujourd'hui des millions de serveurs, d'ordinateurs, de téléphones et d'objets connectés. Eh bien, je suis Linus Torvalds, évidemment. Donc, Linus Torvalds, ça faisait un petit moment que je voulais vous parler de lui. C'est un personnage un petit peu à part, un petit peu particulier. Et je voulais un petit peu revenir effectivement sur son histoire, tout ça. Alors je vois dans le chat les gens qui disent
Stallman, non, c'est pas Stallman. Alors peut-être qu'un jour je parlerai de Stallman. Alors pareil, c'est un personnage un peu sulfureux. Alors on marche un petit peu sur des braises avec lui. Hein. Bill Gates, non, non, sûrement pas. Par contre, il y a quand même pas mal de choses à dire au niveau de Bill Gates. Et je pense que beaucoup de personnes seraient assez surprises. Tannenbaum, alors Andrew Tannenbaum, non, mais on va en parler forcément pendant ce live. Évidemment. Et donc, Phil Massicotte dit il aurait codé Git en 10 jours. Et ben, on va y revenir dessus là dans le live. Donc, Linus Torvalds, comme je le disais donc dans la partie question pour un champion, donc c'est un développeur finlandais donc qui est né le 28 décembre 1969 à Helsinki. C'est quelqu'un d'assez introverti, on va dire. Celles et ceux qui le connaissent un petit peu, ou en tout cas qui savent, qui ont déjà vu un petit peu ses réactions, savent de quoi il est question. Donc Linus Torvald, il a passé une enfance à peu près, je dirais, normale, entouré donc de ses parents et de 4 frères et sœurs. Il a une sœur et 3 frères de mémoire, qui a priori, je ne crois pas qu'ils soient dans l'informatique, en tout cas j'ai pas trouvé d'informations particulières sur ce sujet. Et il s'est intéressé déjà très très jeune à l'informatique, et je pense que pour les personnes qui sont de notre génération, parce qu'on n'est pas très loin en termes d'âge, hein, il a aujourd'hui donc 55 ans, je vais aller sur mes 50 cette année, donc on est à peu près dans la même génération, et c'est vrai qu'il s'est intéressé à l'informatique très très jeune, en commençant dès le début des années 80 sur un ordinateur qui était assez commun à l'époque, qui s'est plutôt bien vendu, c'était le VIC-20 de Commodore, donc ordinateur de Commodore qui a précédé le C64, donc ordinateur extrêmement connu. Et le VIC-20 est un ordinateur qui s'est plutôt bien vendu, sur lesquels il a fait ses premières armes. D'abord en basique, et puis ensuite, hey, salut Guillaume Lours, bienvenue à toi, des bisous à toi. Et donc après, grâce au Commodore VIC-20, il s'est mis à la programmation. Donc comme je disais, il a commencé par le basique, etc. Et c'est très rapidement intéressé à de la programmation un petit peu plus poussée, puisque sur ces machines qui étaient quand même, en termes de ressources, peu fournies, on va dire ça, il fallait faire preuve d'imagination et un petit peu d'originalité pour pouvoir aller tirer le meilleur parti de ces machines. Et donc, il s'est intéressé à l'assembleur assez rapidement sur cet ordinateur. Et donc, c'est ce qui lui a vraiment mis le pied à l'étrier. Donc à l'informatique. Il avait à peu près 10-11 ans, plus ou moins, et donc il a persisté dans cette voie. C'est quelque chose qui lui a plu énormément. Puis ensuite, les années passant, évidemment, vu que le VIC-20 est un ordinateur qui est quand même un petit peu limité, et puis à l'époque, début des années 80, milieu des années 80, rappelez-vous, pour celles et ceux qui ont été de cette époque, c'était quelque chose qui bougeait énormément en informatique, et puis il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont arrivés. Alors, connaissant très peu la Finlande, je ne sais pas ce qui était réellement à la mode là-bas, parce que par exemple, si on regarde milieu des années 80, en France notamment, c'était l'explosion de la marque Amstrad avec les Amstrad CPC et tout ce type de machines. En Finlande, je ne sais pas, mais en tout cas, force est de constater, c'est qu'après le VIC-20, il s'est intéressé à une machine qui est intéressante à plus d'un titre, et peut-être qu'un jour j'en parlerai, c'est le Sinclair QL. Je ne sais pas si vous connaissez cette machine. Le Sinclair QL donc, est une machine 1632 bits, on va dire un petit peu comme un Amiga, équipé d'un processeur de la génération des 68000. Je crois que c'était un 68009 de mémoire, je ne sais plus exactement, mais vous trouverez des informations dessus. Et donc, c'est une machine qui lui a permis d'avoir accès à quelque chose un peu plus de puissance, et donc un petit peu plus aussi de, comment je dirais, de possibilité d'aller beaucoup plus loin dans la programmation. Étant équipé d'un processeur 1632 bits, ça lui a permis aussi de pouvoir faire des choses, d'avoir accès à plus de mémoire, d'avoir accès aussi à plus de puissance, et un assembleur qui est quand même beaucoup plus élaboré et qui permet de faire beaucoup plus de choses qu'un C1502 évidemment. Et donc il a fait ses armes un petit peu sur cette machine, où il a fini par en connaître les moindres recoins et programmer des jeux dessus, mais pas que, aussi des utilitaires. Il a même patché l'AROM de son système d'exploitation, puisqu'il y avait comme les Amstrad, etc., des choses qui étaient chargées en mémoire, et donc il allait modifier des parties du système d'exploitation comme ça en mémoire, en assembleur. Et donc il a développé dessus des désassembleurs, des assembleurs, des moniteurs, beaucoup de choses comme ça. Et donc globalement, Torvald, on peut le qualifier déjà à l'époque un peu de geek ou de nerd, je dirais. On sent qu'il allait vraiment vers cette voie de la programmation.
Il a fait donc ses études, l'équivalent, on va dire, du bac, etc. Et puis, avant d'entrer donc à l'université d'Helsinki, donc en Finlande, il a dû partir faire son service militaire, sur lequel, je crois, il travaillait sur les systèmes de calcul balistique. Peu importe, mais voilà, donc il est parti pendant près d'un an faire son service, puis au retour, il est entré à l'université d'Helsinki où il a découvert finalement le monde du développement, mais le monde du développement à un autre niveau, au niveau plus plus. C'est-à-dire qu'il a commencé à avoir accès à des machines Unix qu'il ne connaissait pas du tout, notamment des machines qui étaient sous Ultrix. Ultrix était vraiment son premier contact avec des machines de type Unix. Alors Ultrix, c'est un Unix qui a été créé par Digital Equipment, donc DEC Corporation, et qui équipait un certain nombre de leurs serveurs à l'époque. Et Ultrix a la particularité d'être basé sur du BSD, donc c'est un Unix assez pur, j'ai envie de dire, et assez classique. Donc il a découvert Ultrix en arrivant à l'université, et aussi, pour beaucoup de personnes de cette époque, il a fini par toucher et à découvrir aussi Minix. Donc Minix, le fameux système d'exploitation d'Andrew Tenenbaum, dont on parlait tout à l'heure un petit peu, qu'on évoquait, donc qui est un système d'exploitation qui est que je vais qualifier d'open source, mais pas au sens libre du terme. C'est pas open source au sens il respecte les 4 libertés fondamentales de l'open source, mais c'est un système d'exploitation qui était donc développé par Andrew Tenenbaum et un certain nombre de ses étudiants, et dont on pouvait avoir le code source pour pouvoir l'étudier et apprendre à construire un système d'exploitation. Fun fact, en tout cas, pour la petite histoire, Minix a été conçu donc par Tenenbaum parce que c'est un spécialiste des systèmes d'exploitation, mais pas que, parce qu'il a écrit de nombreux ouvrages sur la programmation système et la programmation des systèmes d'exploitation. Je ne peux que vous recommander un jour de lire ou d'avoir accès à son livre Operating System Design, ou Modern Operating System, ça doit être ça, qui est une mine d'informations extrêmement intéressante sur le sujet, même s'il y a des choses qui évidemment sont un peu datées et qui ont été remises un petit peu à jour au fur et à mesure des années, mais qui sont un peu datées, mais qui apportent une vue extrêmement précieuse, je dirais, sur le développement de systèmes d'exploitation, c'est-à-dire la gestion d'un processus de boot, la gestion des périphériques, la gestion du système de fichiers, etc. Donc, Linus Torvalds a commencé à travailler, à étudier Minix, et c'est ce qu'on appelle effectivement, comme dit Ubirod, le fameux Tannenbaum, le Tannenbaum en référence au livre, voilà, évidemment. Et donc Torvald a commencé donc à étudier Minix, et puis comme c'est un geek patenté, il a commencé à vouloir aussi se créer un certain nombre à tester des choses. Il a acquis à ce moment-là un ordinateur, une bête de course flambant neuve, un fameux i386, qui lui a permis d'accéder à quelque chose qui était un peu plus puissant, un peu plus calé donc dans la veine des PC, quelque chose qui lui permettait d'aller plus loin que son Sinclair QL, et donc d'avoir accès à un vrai processeur 32 bits, donc le 386, avec un mode protégé, de la MMU, tout ça, etc. Donc ça, c'était des choses qui ont commencé à l'emmener vers le design de système d'exploitation. Mais avant d'arriver là, c'est qu'il a commencé à étudier, et puis depuis chez lui, il avait besoin très régulièrement donc de se connecter au serveur de l'université, au serveur FTP. Alors, je vais rappeler que là, on est début des années 90, hein. Début des années 90, entre 90 et 91, Internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire déjà avoir accès à une connexion de son université, c'est déjà quelque chose pour l'époque. Et puis en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'on accédait à distance avec des terminaux distants, et souvent c'était des programmes qu'on avait sur sa machine. Il était très peu satisfait des programmes qu'il avait, et puis il s'est dit, tiens, je vais commencer à écrire mon propre émulateur de terminal. Donc, il a commencé à écrire son propre émulateur de terminal, et puis, bon an, mal an, une fois qu'il y a eu quelque chose qui fonctionnait, qui se permettait de se connecter à l'université, il a commencé vraiment à rentrer dans le design d'un système d'exploitation, puisqu'il étudiait vraiment très fortement les mécanismes de gestion de la mémoire et du multitâche, notamment du 386. Et ça lui a permis donc de pouvoir commencer à se dire, ok, je vais essayer de faire un premier morceau de code qui va faire un task switcher, donc qui va permettre de basculer entre plusieurs tâches et donc faire du multitâche. Donc il a commencé à faire un embryon de task switcher avec un scheduler, et puis il a commencé à bâtir comme ça des choses, de la gestion de la mémoire, la gestion des entrées-sorties, etc. Et il a commencé à aboutir à une sorte de petit noyau un petit peu miniature, sur lequel il s'est inspiré aussi des recherches de Tannenbaum sur le sujet, qui lui donnaient quand même pas mal de grains à moudre.
mais il allait aussi dans sa propre direction. Son objectif, à la base, n'était pas du tout de créer un système d'exploitation. Son objectif, c'était de comprendre les mécanismes de fonctionnement de ces processeurs et des systèmes d'exploitation qui sont bâtis sur ces microprocesseurs avec les systèmes donc, de multitâches, de la gestion de la mémoire, etc. Mais force est de constater, c'est que à chaque fois, il allait plus loin. Il allait plus loin, il allait plus loin, et puis il a fini par arriver au fait d'avoir un noyau de système d'exploitation qui était globalement relativement complet, avec des appels système, open, read, write, etc., un processus de boot, et de quoi basculer de tâche en tâche. Et une des choses qu'il a faites, c'est-à-dire qu'à l'époque, son système d'exploitation, qui ne s'appelait pas encore Linux, qu'il a dénommé Freaks, qui est donc quelque chose qui veut dire en anglais plutôt bizarre. Les freaks, c'est bizarre. Et parce que pour lui, c'était une sorte de blob un peu bizarre, de morceaux de code source, qui était une sorte d'embryon de système d'exploitation. Et donc, il a son système d'exploitation permettait déjà de démarrer depuis MS-DOS et aussi permettait de démarrer depuis le chargeur de démarrage de Minix. Il avait redéveloppé toute la partie système de fichiers compatible Minix parce qu'il avait une partition qui fonctionnait sous Minix, et puis il avait sa partition un petit peu de son futur Linux. Il lui fallait bien un système de fichiers, donc il a implémenté un certain nombre de choses, notamment le système de fichiers de Minix. Et il a continué comme ça à travailler sur son système d'exploitation jusqu'au jour où il s'est dit je vais partager ça sur les newsgroups. Et il a envoyé ce message qui est assez resté historique, donc le 25 août 1991, et je vais vous partager ça à l'écran là tout de suite. Il a fait une annonce et je vais vous partager ça. Hop, voici mon écran. Je vais agrandir la fonte pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Donc, il envoie un message le 25 août 1991 sur le canal de discussion des newsgroups, donc à l'attention du canal Minix, donc OS Comp Minix. Et donc, il a dit bonjour tout le monde qui utilise Minix. Je suis en train de travailler sur un système d'exploitation gratuit. Alors gratuit dans ce sens là, et c'était libre gratuit, on ne sait pas trop parce qu'à l'époque sa licence n'était pas encore sous GPL. Ça c'est ce qui viendra un petit peu plus loin. Et donc il dit tout de suite, il annonce la couleur, il dit c'est juste un hobby, ne vous enflammez pas, ce sera pas aussi grand et professionnel que le projet GNU, donc de Richard Stallman, sur lequel aussi il a basé ses travaux parce que il utilisait GCC pour compiler son noyau. Il utilisait tous les outils GNU, les outils système, les binutils et tout ça, pour pouvoir avoir un embryon de système d'exploitation autour de son noyau et construire son propre noyau. Donc ça, il le dit, ce ne sera pas aussi grand que GNU. Manifestement, il se trompait. Et puis, il dit qu'il y travaille donc depuis le mois d'avril et qu'il commence à être suffisamment prêt pour pouvoir être partagé. Donc, il a besoin de feedback de personnes qui aiment ou qui n'aiment pas Minix d'ailleurs. Et puis, voilà, puis il se dit, j'ai envie d'avoir un peu, de partager ça avec vous. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à contribuer, etc. Donc, il dit qu'il a porté le bash, il a porté GCC dessus et que tout semble fonctionner. Donc déjà, le 25 août 91, donc il fait cette annonce en disant, voilà, j'ai un embryon de quelque chose qui marche. Et c'est en septembre, le 17 septembre 91, où il va mettre à disposition sur les serveurs FTP de l'université d'Helsinki, ce qui deviendra la première release de Linux, la version 0.01. Et donc Linux n'a pas été nommé comme ça par Linux lui-même, mais ça a été nommé comme ça puisqu'il y avait un administrateur système à l'époque, donc de ces serveurs et du serveur FTP, et qui a voulu faire un petit peu un jeu de mots en disant que c'est l'Unix de Linux, Linux Unix, et donc c'est devenu Linux. Donc il a créé un répertoire Linux dans lequel il a posé donc le code source, le tarball de la version 0.01 de Linux. Ce tarball que j'ai ici, que je vais vous partager à l'écran, Linux, voilà. Donc j'ai un tarball ici de la version 0.01, là, que j'ai détaré ici. Voilà. Et donc, ce système d'exploitation, enfin, c'est pas un système d'exploitation, là, c'est un noyau, pour tout vous dire. Et si on compte le nombre de lignes de code qu'il y a dedans, donc on va faire un find.type f pipe wc-l,
Donc, on a 88 fichiers en tout, donc incluant les makefiles et tous les fichiers périphériques, mais on a globalement 88 fichiers, contrairement aux milliers de fichiers, aujourd'hui, dizaines, centaines de milliers de fichiers qu'on peut avoir dans Noyau Linux. Et on va compter le nombre de lignes, wc-l, toc, toc. Et donc, on a 10 239 lignes de code source au total. Ce qui est quand même plutôt assez impressionnant, sachant que Linus Torvald a développé ça, je le rappelle, quand il était à l'université, il avait tout juste 21 ans. Donc il a publié cette première version de système d'exploitation, de noyau, pardon, de système d'exploitation, et donc qui a commencé à se partager. Puis rapidement est venue la version 0.02, etc., etc. Donc ça, c'est... Ça y est, la boucle était bouclée, le projet était lancé, et peu de temps après, sur les newsgroups, il y a eu un fameux débat, puisque le noyau de Linus était un noyau qui n'était pas modulaire, c'était pas un noyau, un micro-noyau, c'était un noyau monolithique. Donc si vous vouliez ajouter un pilote, bah, il fallait ajouter le code source du pilote, recompiler le noyau et redémarrer. Donc, et donc il y a eu cette fameuse guerre entre Andrew Tannenbaum, qui lui est un spécialiste des micro-noyaux, donc un noyau microservicé, ils se sont enflammés. Il y a eu ce fameux débat sur les newsgroups que vous pourrez retrouver. Je vous mettrai tous les liens. Je vous les mettrai dans la description de la vidéo YouTube cet après-midi. Et vous verrez, il y a tous les liens vers les newsgroups. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Et là, on voit déjà s'affirmer le caractère de Linus Torvald, qui est capable de défendre ses idées. Contre forcément quelque chose qui pensait être une sorte d'ordre établi par un spécialiste reconnu mondialement des systèmes d'exploitation. Et ça, c'est intéressant. Donc, toujours est-il que le noyau va continuer à grandir. Donc le 5 octobre 91, la version 0.02, en octobre 91, la version 0.03 qui suit, novembre 91, la version 0.1, etc., etc. Et on est arrivé le 15 janvier 1992 à la version 0.12, donc où là on commençait à avoir un certain nombre de choses, le contrôle des jobs, les liens symboliques, la mémoire virtuelle, voilà, etc. Donc là on commençait vraiment à avoir un noyau assez poussé. Et là, il y a eu un bond. On est passé de la version 0.12 à la version 0.95. Parce que beaucoup de choses ont été ajoutées et Linus voulait rapidement, à tort, probablement, arriver à la version 1.0 de son noyau. Et la version, il s'est pas rendu compte que la marche qui était encore à franchir était assez énorme, notamment dans la gestion du réseau qui était un énorme problème. Donc on a d'abord eu la version 0.95 jusqu'à la 0.95C+. Ensuite, on a eu la version 0.96, pardon, jusqu'à la version 0.96C2, la 0.96 en août 92 jusqu'à 0.97.6, etc., etc. Et on arrivait à la 0.99 où là on était aux portes, mais vraiment aux portes de la 1.0, et là ça a duré des mois et des mois et des mois, des semaines et des semaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui empêchaient le passage à la version 1.0 pour la simple et bonne raison, c'est que le gars se disait ça va être simple, il reste plus grand chose à faire. Mais en fait, toute la partie réseau, la gestion du réseau, les périphériques, tout ça, etc., et évidemment, ça a été un peu compliqué, malgré le nombre de contributeurs qui ne cessait de grandir. Et donc, on est arrivé à la version 0.99 jusqu'à la 0.99.15J. Donc, en fait, il y a eu tellement d'itérations qu'on était obligé de faire des révisions micro, et des révisions micro avec des lettres dedans. Parce qu'on se rapprochait tellement, on itérait tellement, et on se rapprochait tellement de la 1.0 sans jamais pouvoir l'atteindre, c'était très dur. Puis, la version 1.0 du noyau qui est arrivée le 14 mars 1994, voilà, qui était quand même un vrai pas sur l'adoption, en tout cas, la mise à disposition du noyau. Et moi, c'est réellement, pour tout vous dire, en 1994 que j'ai découvert Linux, donc le noyau Linux, et puis les distributions qui sont venues derrière, notamment la Slackware, qui était ma première distribution Linux, pour le coup. Et voilà, j'ai commencé à toucher ce monde dès 1994. C'était milieu de 94, aux alentours, je ne sais plus si c'était avril ou juillet, mais c'était par là, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis le noyau a commencé à grandir, et puis apporter de plus en plus de contributeurs. Je pense notamment des contributeurs qui ont été là très très tôt, comme Alan Cox, qui était un très grand contributeur
du noyau Linux, et puis quelqu'un aussi qui est très connu dans le domaine de la programmation, puisque Alan Cox a créé aussi Phusix, qui était un Unix-like pour microprocesseur 8 bits, dont le Z80. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ça. C'est un projet complètement oufissime. Bref, donc il y a eu pas mal d'autres contributeurs qui sont arrivés au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure des années, des contributeurs qui sont quand même assez importants. Je pense, donc je vous parlais d'Alan Cox, mais ensuite est arrivé donc Andrew, il y a eu Greg Kroah-Hartman, qui est arrivé vers la fin des années 90, 98, 99 je crois. Andrew Morton, Ingo Molnar, Hans-Peter Hanvin, etc., etc. Et Andrew Trigdale. Ce qu'il faut savoir, c'est que début des années 2000, le noyau Linux, en fait, ce qu'on s'échangeait pour pouvoir le faire évoluer, c'était des patchs. On patchait un fichier et puis on envoyait le patch à Linus ou à la communauté des personnes qui pouvaient aider Linus à intégrer tous ces patchs. Et donc, il n'y avait pas de gestionnaire de source en tant que tel. Donc ça commençait début 2001-2002, ça commençait à devenir un petit peu pénible, la gestion donc, de l'évolution du noyau. Et donc ils ont cherché une solution de versionning de fichiers. Et c'est là qu'a été un des plus gros dramas du noyau Linux, puisque Linus Torvald, qui est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, en fait, il a choisi la licence GPL à partir de la 4e release donc, de son noyau. Assez tôt, mais non pas parce que c'est un libriste ultra convaincu, etc., mais c'est qu'en fait c'est la licence, d'un point de vue pragmatique, qui protégeait le plus possible sa création et la collaboration, donc qui respectait les 4 libertés fondamentales, donc de pouvoir copier, étudier, redistribuer, commercialiser, etc. Et donc c'était un choix assez pragmatique. Et là, début des années 2000, il a fait un autre choix assez pragmatique, qui était le choix du système de gestion de source. Et il lui fallait donc un système de gestion de source qui soit décentralisé, ce qui était extrêmement rare à l'époque. Et donc, il est tombé sur BitKeeper, donc, qui était un système propriétaire de gestion de source décentralisé, mais qui était relativement efficace. Et là, évidemment, il y a eu des frictions dans la communauté. On peut trouver dans les newsgroups des échanges assez chauds et véhéments sur le sujet. Par exemple, si je prends Alan Cox dont je parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'est refusé de travailler avec BitKeeper parce que ça ne correspondait pas à son idéologie de collaboration sur le sujet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que BitKeeper est un outil commercial. Linus avait négocié une utilisation gratuite de cet outil commercial. En contrepartie, la communauté Linux et les développeurs Linux s'engageaient à ne pas procéder à du reverse engineering de l'outil pour pouvoir développer son propre client BitKeeper pour pouvoir échapper entre guillemets à l'usage des clients officiels de BitKeeper. Évidemment, vous le sentez venir gros comme une maison, puisque la plupart des contributeurs et contributrices noyau Linux sont tous des oufs patentés, sont des gens qui détestent qu'on leur dise ce qu'on a à faire, et puis ce sont des gens qui adorent relever des défis, notamment quand ça leur sert. Et donc il y a Andrew Trigdale, qui est un développeur extrêmement connu, contributeur du noyau extrêmement connu, quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui n'a développé d'autre que Samba, donc l'implémentation SMB CIFS de ces protocoles-là pour Linux. Donc c'est lui qui a développé Samba. Il a développé AirSync notamment. Donc vous voyez le niveau du bonhomme. C'est quelqu'un d'extrêmement velu techniquement. Voilà. Bah, il s'est dit rien à foutre. Je vais quand même déplomber ce protocole et voir comment ça fonctionne. Donc il a commencé, puisque c'est un spécialiste du reverse engineering, il a fait le reverse engineering du protocole et s'est rendu compte, le gars, que en fait c'était globalement du SCCS sur un protocole particulier. Donc il a implémenté son propre client. Malheureusement, Bitmover, la maison mère de BitKeeper, s'en est rendu compte, et là, ça y est, c'est parti complètement en cacahuète. C'est parti en cacahuète, ça a été un très grand remue-ménage à l'époque, et donc, à un moment donné, Linus Torvald, aux alentours de 2000, je sais plus, 2004 peut-être, part en vacances une dizaine de jours. Et évidemment, quand lui prend des vacances, c'est un peu comme nous, quand on prend notre PC et qu'on code juste pour le fun, bah, il s'est dit... j'ai besoin de remplacer mon gestionnaire de source. Il a commencé à se lancer sur une expérimentation. Est-ce qu'il était capable d'écrire un gestionnaire de source décentralisé pour remplacer BitKeeper? Et c'est ce qui a abouti. Donc c'était une idée qu'il maturait déjà depuis longtemps, hein. Il n'a pas fait ça juste en 10 jours, montre en main, ou en 2 jours, comme on peut lire ici et là. Vous savez, les légendes, des fois, ont un peu la vie dure. C'est quelque chose qu'il avait en tête, qu'il réfléchissait depuis longtemps, puisque c'est quand même un spécialiste des systèmes d'exploitation et un spécialiste des systèmes de fichiers.
Et eh bien, il a instancié un peu cette idée pendant ses vacances et au bout de 10 jours, il a été capable de faire un commit donc du noyau Linux avec Git et Git était capable de se versionner lui-même. Et donc il a créé donc cet outil qu'il a nommé Git, qui veut dire globalement connard en argot, plus ou moins. Et cet outil, il a commencé donc à l'utiliser et à le demander aux contributeurs et contributrices de l'utiliser pour versionner le noyau Linux. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur Git, qui a été sa deuxième plus grosse création au final. Donc le mec, il crée le noyau Linux à 21 ans, et puis quelques années plus tard, 15 ans plus tard, moins de 15 ans plus tard, il crée Git, le gestionnaire de sources qui est devenu en même pas 20 ans, quasiment, qu'il a bouffé tout le marché. Voilà, tout simplement. Et ah bah, j'allais y venir parce que Kiter Sosé me dit Linus a également créé un logiciel pour les carnets de plongée. Absolument, j'allais y venir parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Linus Torvald, quand il part en vacances, au-delà de coder, par exemple Git, il adore faire de la plongée sous-marine. Et il n'avait aucun logiciel qui lui permettait de saisir ses statistiques, tout ça, etc., de ses sorties de plongée. Donc il a développé un logiciel qui s'appelle Subsurface, qui est un logiciel avec une interface graphique en GTK, bien évidemment développé en C. C'est un logiciel libre, je vous partagerai aussi les liens dans la description de la vidéo cet après-midi. Et donc c'est un logiciel qui permet aux amateurs et amatrices de plongée sous-marine de gérer leurs sorties, leurs statistiques, etc. Donc voilà, c'est quand même un mec qui est relativement prolixe sur tous ces sujets tech, on va dire. Voilà. Et donc, juste pour poser la chose, c'est quelqu'un donc qui a créé donc un noyau de système d'exploitation qui est devenu le noyau qui a bouffé tous les Unix sur le marché, qui est utilisé sur quasiment l'intégralité des serveurs dans le monde, au moins 80-90%, qui est utilisé dans l'embarqué, dans toutes les box, dans les téléphones, dans tout ce que vous voulez. Donc c'est juste incroyable. Et il a créé un gestionnaire de sources qui a bouffé aussi, lui, tout le marché, de par sa nature décentralisée. D'ailleurs, il est sorti, Git a commencé à prendre de l'ampleur à peu près au même moment, donc en 2005, au même moment que Mercurial. Et puis Mercurial, qui était un excellent gestionnaire de sources, mais qui s'est fait bouffer par Git. Voilà, tout simplement. Ce qui me laisse aussi arriver au fait que tout n'est pas parfait, parce que Linus Torvald est quand même un personnage assez particulier et plutôt caractériel. Si vous suivez un petit peu l'actualité de ce qui se passe autour du noyau, ou que vous allez voir les messages qui s'échangent sur les mailing lists, je peux vous assurer que lorsque vous envoyez un patch à Linus et qu'il y a la moindre merde dedans, vous prenez mais une volée de bois vert. C'est quelqu'un qui est extrêmement dur, extrêmement rugueux, extrêmement râpeux. Donc c'est quelqu'un qui a un côté très rentre dedans, non pas pour rabaisser les gens, entre guillemets, gratuitement, même s'il le fait, et des fois ça manque énormément de finesse, mais il le fait parce que c'est sa façon de s'exprimer. C'est quelqu'un qui est extrêmement direct. Il ne prend aucun gant, il ne fait aucun détour. S'il a envie de vous dire merde et que vous avez fait de la merde et que vous êtes un connard, il le dit direct. Et effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à vivre d'un point de vue contributeur et contributrice. Je connais quelques personnes qui ont quitté la contribution à cause d'échanges un petit peu rugueux avec Linus, et sur lesquels Linus n'avait pas forcément raison, hein. Il faut le dire, il n'a pas toujours raison, mais voilà, c'est le dictateur bienveillant, il se nomme comme étant dictateur bienveillant du noyau Linux, pas toujours très bienveillant. Et donc, rappelons qu'en 2018, c'est arrivé à un tel point que la communauté a exigé que Linus fasse un break. Et il a fait un break en 2018. Il est parti aussi, entre guillemets, se faire aider, se faire accompagner pour essayer d'être moins rugueux, un peu plus lisse sur ses échanges avec les gens. Ça n'a duré qu'un temps. Voilà, on va pas se mentir, ça n'a duré qu'un temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des messages de Linus un peu énervé qui va vous dropper un message en disant que vous n'êtes qu'une merde, que c'est inadmissible d'avoir fait comme ci, comme ça, blablabli, blablabla. Donc, en même temps, voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir du personnage. C'est quelqu'un qui humainement n'est pas extrêmement sympathique. Voilà, on va pas se mentir, mais d'un point de vue technique, il est extrêmement brillant. Et je pense que ça rejoint aussi beaucoup de personnages qui sont un petit peu dans ce genre de catégorie, des gens qui sont extrêmement brillants, pas très à l'aise avec les gens et qui ne s'encombrent pas de détours pour dire les choses. Et comme le dit Dato Datton, hein, il est pas malveillant, c'est pas quelqu'un de malveillant, attention, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement rugueux et extrêmement difficile, avec qui il est extrêmement difficile d'échanger, de collaborer.
C'est ça qui est parfois très compliqué et il y a eu effectivement des explosions parfois, au niveau des contributeurs et des contributrices, des gens qui ont dit: «Ben moi j'en ai marre de me prendre des cartouches, puisque c'est comme ça, ciao». Donc on peut se dire que, bah, le noyau est toujours là, mais c'est dommage parce que ça entraîne parfois de la perte de contributeurs, sur le noyau avec perte et fracas et c'est un peu dommage, pour ça. Voilà. Bon, en tout cas, pour autant, on ne peut retirer, à Linus Torvald, le fait qu'il a quand même créé 2 logiciels majeurs, j'ai envie de dire, dans le monde de l'informatique. C'est-à-dire, il a quand même révolutionné, un ordre établi, enfin qui était établi il y a près de 35 ans, puisqu'on ne pensait pas que les Unix propriétaires, hein, que ce soit, les Unix de Sun Microsystems, donc Solaris, les différentes, moutures de BSD System 5, et cetera, disparaîtraient comme ça. Et parce qu'en fait, très, très rapidement, hein, déjà fin des années 90, je crois en 98, Linux, donc Linux est sorti en 91, première version, toute première release. En 98, Linux était déjà au tableau du top 500 des supercalculateurs, comme étant le système d'exploitation qui permettait de faire tourner tout ça. Et en moins de 10 ans, il a évincé tous les Unix propriétaires et Windows compris. Donc c'est quand même oufissime. Et maintenant, aujourd'hui, Git, pareil, est partout. Alors, grâce aussi à l'essor de GitHub, mais aussi par le fait que ce logiciel a été à un développement très actif et a répondu à des vraies problématiques de technique, on va dire, de gens. Alors, Titi, il me dit: «Désolé, mais je ne suis pas d'accord, j'en ai marre des génies qui défoncent les gens autour d'eux, le public shaming et blasting. Si vous ne rangez pas ça en malveillant, je vous souhaite un manager comme ça pour relativiser». Ouais, alors, on pourra en discuter, etc. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit malveillant dans le sens qui veut absolument faire du mal. C'est ça que je veux dire par là, Thierry. Mais je pense que effectivement, travailler avec quelqu'un ou collaborer avec quelqu'un comme ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il ne prend aucun gant et c'est enfin, c'est dur, c'est dur. Et je comprends tout à fait ce que tu dis, hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est juste que je fais la différence entre quelqu'un qui n'est pas sympathique, voilà, et qui est très dur, versus quelqu'un qui est fondamentalement malveillant et enfin, qui cherche vraiment à créer de la malveillance, à faire des choses aux gens, etc., comme on peut le voir parfois dans le monde de l'entreprise. Je distingue un petit peu les deux, même si la différence est extrêmement ténue, je te l'accorde. Voilà, globalement ce que je voulais vous partager pour Linus. Donc, on voit beaucoup de légendes autour de Linus Torvald, et d'ailleurs on voit beaucoup de légendes autour de beaucoup de personnes un peu célèbres, hein, pour le coup. Et si j'ai fait aussi ce live, c'est parce que j'ai vu passer un post sur LinkedIn, c'était ce week-end ou fin de semaine dernière, de quelqu'un qui m'a dit: ouais, Linus il a inventé Git en 3 jours et l'affaire était pliée. Non, non, ça s'est pas passé comme ça. Les belles histoires, effectivement, c'est très bien pour LinkedIn, mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Donc, bref. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, on en est donc encore avec un Linus Torvald qui a 55 ans et se pose la vraie question de qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va disparaître. Parce que il n'est pas éternel, comme nous toutes et nous tous. Et évidemment, il y a sa succession qui doit être réfléchie parce que autant il peut continuer à vivre encore pendant des années, autant il peut se passer n'importe quoi. Et aujourd'hui, force est de constater, c'est que c'est lui qui est le chef d'orchestre du développement du noyau. Alors de Git, plus du tout, parce qu'en fait, il a donné la main pour Git depuis très, très rapidement, puisque pour lui, c'était vraiment un side project pour le coup. Mais voilà, et donc il y a des choses qui sont en train de se réfléchir aujourd'hui autour de sa succession, entre guillemets. Si Linus Torvald vient à disparaître, comment ça va s'organiser? Moi, j'ai pas de doute sur le fait que ça s'organisera. La seule chose qu'il va falloir surveiller, c'est de voir qu'il n'y ait pas des entreprises qui vont vouloir mettre un peu la main là-dessus et donc reprendre un petit peu fortement la main sur ce sujet, donc d'arriver à élire quelque part quelqu'un qui resterait totalement neutre d'un point de vue des entreprises et des objectifs d'un projet tel que le noyau Linux. Et puis il y a toutes les perspectives, et je vois, vous en parlez notamment dans le chat, c'est aussi l'intégration de nouveaux langages de programmation. Il y a le Rust, ça fait plus de 2 ans que le Rust a fait son entrée dans le noyau, il y a de la vraie résistance de la part de certaines personnes, mais pas non plus aussi de la vraie souplesse de la part de gens qui veulent pousser le Rust. Et quelques années auparavant, j'en avais parlé dans un live il y a quelques mois, je vous mettrai aussi le lien dans la description,
d'intégrer, à une époque, il y avait eu l'envie d'intégrer du C++ dans le noyau Linux. Linus Torvald est foncièrement contre C++. Il trouve que c'est un langage de merde, passez-moi l'expression. Mais voilà, ça a été testé. Et encore une fois, les gens qui ont eu l'opportunité d'intégrer le C++ dans le noyau ne l'ont pas bien fait parce que quand vous proposez quelque chose comme ça, d'intégrer une nouvelle technologie dans un projet de quelqu'un comme Torvalds, bah en fait, il faut arriver vraiment avec des cartouches et quelque chose qui est robuste. Et c'est ça aussi qui a fait que l'expérimentation du C++ dans le noyau a tourné très vite court, qu'aujourd'hui, le Rust, il est intégré dedans, mais pas vraiment encore pleinement employé parce qu'il y a encore beaucoup de dissensions entre ceux qui veulent absolument pousser le Rust et dire réécrivez tout en Rust, vous savez ce qu'on voit, rewrite it in Rust, et les gens qui disent ouais mais il y a des gens, moi ça fait 15 ans, 20 ans que je bosse sur le noyau et on vient m'expliquer que tout ce que je fais depuis 15 ans ou 20 ans, c'est de la merde. Voilà, donc c'est un vrai sujet, mais c'est à suivre avec une attention, je pense, assez particulière. Et je pense que c'est intéressant de voir dans les prochaines années, dans les 10-15 prochaines années, comment tout ça va évoluer. Je suis très, très curieux de voir comment tout ça va tourner, notamment quand on arrivera vers la fin de carrière de Linus, parce qu'à un moment donné, il devra céder la main, d'une manière ou d'une autre, contraint et forcé, par exemple, ou pas. Et faudra voir effectivement comment la relève permettra de reprendre le flambeau derrière, voilà, et puis de faire en sorte que cette personne aura révolutionné une partie de nos usages d'aujourd'hui, mais comme tout le monde, personne n'est irremplaçable. Pour autant, voyons ce que l'avenir nous réserve là-dessus. Voilà pour ce sujet pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça va être l'heure d'aller chez l'ami Thierry qui nous a préparé un live. Donc Thierry, commence à faire chauffer ton OBS. On arrive tout de suite. En tout cas, pour ce sujet, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je ne sais pas encore quoi. Et encore une fois, allez me mettre dans la description soit du replay sur Twitch, soit sur YouTube, etc. Dans les commentaires, droppez-moi des sujets que vous avez envie de voir. Et si je suis capable de les traiter, évidemment, je les traiterai avec un grand plaisir. Parce que toutes les semaines, j'essaye de trouver des idées qui vous intéressent et qui m'intéressent. Et donc, l'idée, c'est qu'on partage tout ça entre nous. Et puis moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Hein. Je peux parler d'un peu de tout, vous voyez, de gens, comme je peux parler de technique. Donc, l'idée, c'est de voir effectivement des sujets qui intéressent le plus grand nombre. Voilà pour ça. Eh bien, on va aller chez l'ami Thierry. Je vais préparer le raid des familles /raid Titimobi. Je prépare ce petit raid Titimobi. Voilà. Et Ponceto Corleone. Et ouais, Flash BIOS. Écoute Flash BIOS. C'est moi Corleone, Don Ponceto. Bref, on va chez l'ami Thierry. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.